Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle on va faire une petite mise à jour de certaines affaires qui sont en cours, notamment l'affaire Pellico, l'affaire Lina et l'affaire Myriam Sacri. Mais commençons d'abord par l'affaire de la petite Camilla renversée par une moto à Valoris. Les images de l'accident sont sorties. Ces images montrent les instants avant que Matteo B, à moto et cerclé en rouge, ne renverse la petite Camilla. Et elle pose des questions sur le comportement du jeune homme. La première, la plus importante, a-t-il fait une roue arrière volontairement avec sa moto juste avant de percuter l'enfant ? D'après les policiers qui décryptent la vidéosurveillance, Matteo B au fond de l'image semble avoir ici les deux roues au sol car la moto a son feu allumé. Ce n'est plus le cas quelques secondes plus tard. On peut voir que son guidon n'est plus dans l'axe de la roue arrière, laissant penser qu'il manœuvre pour garder sa moto stable. Alors joue-t-il avec le guidon pour effectuer l'acrobatie ? Devant la justice, il reconnaît la roue arrière, mais affirme qu'elle était involontaire. Si Matteo B a fait cette roue arrière de manière involontaire, il n'y a pas cette aggravation de la peine, il risque seulement 5 ans de prison. En revanche, si c'est démontré par l'enquête qu'il l'a fait volontairement, il risque cette fois 7 ans de prison. Donc Matteo aurait fait une roue arrière de manière involontaire, un argument qui est repris par tous les médias mainstream. Et encore une fois, je le répète, mais l'avocat de la famille de Camilla a été tellement naïf pour le coup. Décrire l'assassin comme un bon garçon, ça a été une erreur monumentale. Parce que les médias, qu'on le veuille ou non, ils influencent la justice. Et aujourd'hui, ils sont récompensés par ce message de la mère de Matteo. Je voudrais vous lire les SMS d'échange entre la maman de celui qui a percuté mortellement Camilla et le papa de Camilla qu'on a eu hier sur notre plateau. D'abord, alors ça c'était 1er septembre. Nos condoléances les plus sincères et profondes à ta famille Slim, donc peut-être qu'ils se connaissent. Quoi que fassent et disent les événements, nous sommes et resterons dans votre douleur. Donc c'est ce que dit la maman. Slim, il lui dit merci. Et hier, à 2h29, elle envoie ce message. Seul toi le menace depuis tout ce temps. Il ne risque absolument rien de quiconque, ne t'en fais pas. Je n'ai pas besoin de ta fausse pitié de ce soir chez Hanouna, que ton avocat a dû te dicter suite aux plaintes du parquet et de celles que tu balades au gré des plateaux télé. Laisse-nous tranquilles. Ah, c'est lui qui perd sa fille et c'est dégueulasse. C'est incroyable. Si c'est avéré, c'est vraiment abject. Mais au final, son fils à elle, il est libre pour le moment. Et le temps que cette affaire soit jugée, ils ont quelques mois, voire quelques années pendant lesquelles les médias n'en parleront pas et tout sera oublié pour le grand public. Vraiment, la naïveté de certains avocats face aux médias, c'est criminel. Regardez l'avocate de Dominique Pellico, qui, je le rappelle, a drogué sa femme et l'a offerte à des dizaines de pointeurs. Et quand il dit qu'il a un espoir encore d'être pardonné par son ex-épouse, est-ce qu'il y croit vraiment? Est-ce qu'il pense pouvoir la récupérer? Ou c'est Camille Dubois? Ça, c'est un sentiment qui appartient à son intime et qui lui appartient. Moi, ce que je peux vous dire simplement, c'est que c'est un homme qui n'a jamais déconsidéré son épouse et c'est un homme qui n'a jamais cessé d'avoir un sentiment amoureux à l'égard de son épouse. Ça reste son intime. Il est toujours amoureux de son épouse. Vous ne pouvez pas lui enlever ça parce que je pense que ça participe aussi de l'espoir qu'il a et qu'il nourrit parce que ça fait sensiblement 3 ans et demi maintenant, bientôt 4, qu'il est en détention. C'est dégueulasse, mais elle défend son client. Elle le décrit comme quelqu'un d'amoureux. Mais pendant ce temps-là, il est où l'avocat de Madame Pellico? Normalement, il devrait inonder tous les médias. J'ai vu très peu de prises de parole de sa part et en plus, elles sont très timides. Parce que pendant ce temps-là, de l'autre côté, waouh, c'est offensif. C'est un truc de fou. On va parler d'une des avocates de la défense, Nadia El Bouroumi, qui a une stratégie bien à elle. Je sors du procès Pellico. On a diffusé des photos de madame qui sont effectivement dans des positions qui posaient problème, puisque depuis quelques jours, elle nous expliquait que jamais elle avait participé à quoi que ce soit. Quand elle voit les vidéos, je pense qu'elle s'y attendait pas. Et c'est ce qu'on a essayé de lui dire en disant « Attention madame, oui, je suis prêt, public. » Elle s'est mise en colère. Moi, j'ai pris le micro en disant que c'était elle qui avait souhaité que ce soit public et que maintenant, il ne s'agissait pas de se plaindre. Parce que nous, on est dans un procès qui est un procès cour criminel, donc obligé de démontrer l'argumentation de notre client et notamment par ces photos-là. Donc elle s'est énervée. Moi aussi, je lui ai dit « Écoutez, madame Pellico, nous, on a essayé de préserver, vous avez voulu. » Mais surtout, ce qui était important, c'est la question de la soumission chimique. C'est-à-dire que cette dame, elle dit « Non, je ne me rappelle pas de tout ce qui se passe. » Donc se pose la question de savoir si finalement pose un vrai problème sur la question de la soumission chimique et surtout sur le fait que les autres
pouvait imaginer que finalement elle n'était pas sous soumission chimique. Voilà, donc c'était très important aujourd'hui. Ce qu'elle fait, c'est attirer l'attention sur elle pour retirer la pression de ses clients déjà. Et comme ça, elle crée même des débats parallèles. C'est-à-dire qu'elle est invitée plus pour parler de la déontologie en tant qu'avocate sur les réseaux, et même de la forme de sa défense, c'est-à-dire qu'elle crie beaucoup au barreau apparemment, plutôt que du fond de l'affaire. Alors je ne comprends pas ce qui vous choque, puisque moi j'ai un compte Instagram depuis déjà 4-5 ans, où j'explique mes journées de travail au-delà de ce qui peut paraître, puisque tout le monde ne connaît pas le système judiciaire. Mais alors pour le coup, merci d'avoir diffusé ces vidéos-là, où justement ça a été l'occasion pour moi d'expliquer les enjeux de ce procès sur la question de la soumission chimique. Donc non, je ne comprends pas que ça choque. Il n'y a rien d'indécent pour vous à pousser ces cris-là après une audience, notamment quand au cœur de ce procès, il y a une femme qui potentiellement, on verra qui sera condamné à la fin, mais qui potentiellement a pu subir plusieurs centaines de... Mais quel est le rapport entre ce que je dis et que j'explique avec l'énergie qui est la mienne et l'indécence de Madame Pellicot? Si vous aviez pris le temps de regarder l'intégralité de la vidéo, j'expliquais qu'aujourd'hui cette dame, et dans le cadre de mes questions, je lui dis « Madame Pellicot, vous êtes victime, vous avez tout mon soutien. » Et par contre, je suis avocat de la défense, je lui pose des questions et je comprends dans le cadre de mon intervention que finalement, lorsqu'elle est sous soumission chimique, contrairement à ce que nous avait dit l'expert, ce n'est pas un poids mort. Mais il faut avoir envie d'écouter ce que je dis, il faut avoir envie effectivement d'entendre que je suis avocat de la défense, et il faut avoir envie aussi de ne pas faire des raccourcis. Et ça, c'est très compliqué. Et d'où l'utilisation pour moi de mes réseaux pour expliquer aux gens, au-delà de ce qui peut paraître dans les médias nationaux. Et je pense que ça arrange beaucoup de monde de rester à la surface de cette affaire et ne pas aller chercher plus loin. Parce que je le rappelle, Dominique Pellicot échangeait énormément sur le site coco.fr, qui était un nid à pédos, hein. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. J'ai tellement honte de cette défense, si vous saviez. J'accompagne tellement de victimes de violences sexuelles, mais de voir qu'on puisse parler des photos de Madame Pellicot, de ses parties intimes, qu'on puisse suggérer qu'il peut y avoir une confusion entre le fait de dormir et le fait d'être sédaté, qui fait passer le site Coco pour une site de rencontre, mais pas du tout. C'est une plateforme de toutes les dérives de défiance sexuelle, qui dit qu'il était sous le coup de la folie ou de l'impulsion. Mais mince, à un moment donné, quand on est chez soi, sans sa femme, qu'on va sur un site comme Coco, qu'on prend rendez-vous, qu'on prend sa petite voiture, qu'on va se déshabiller. En plus de ça, j'ai lu un article qui disait que Dominique Pellicot aurait subi certaines choses étant enfant. On a aussi certains propos de sa fille notamment. Donc en sachant tout ça, vous pensez réellement qu'il s'est arrêté uniquement à sa femme? Encore une chose, il était médecin et très apprécié dans le village de Mazan, très bien. Notamment du maire qui a déclaré ceci à la télévision britannique. Ça aurait pu être plus grave. It could have been far more serious. There were no kids involved. No women were killed. The family will have a hard time, but they can rebuild. After all, nobody died. Moi, je me pose une question. Si pour lui, cette affaire n'est pas si grave que ça, c'est quoi ses limites en fait? Bref, ce que je voudrais vous rappeler aussi, c'est que Dominique Pellicot s'est fait arrêter en 2020. Aujourd'hui, c'est seulement le procès. Et qui on voit arriver au même moment? Caroline Fourest, avec un nouveau livre que personne ne lira, mais qui lui permet d'être invitée partout, sur les plateaux télé, pour faire sa promo. Et on va tout faire pour que ça dure. Mais l'esprit de meute a aussi changé de camp. Et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut détruire des réputations. Flavie Flament, par exemple, elle a dit on ne peut pas mettre tout sur le même niveau. On ne peut pas balancer un nom en place publique juste pour, comme dans le cas de Balance ton porc une fois, un propos graveleux de soirée parce que le mec était bourré dont il s'est excusé le lendemain. On peut brûler sa vie. On peut lui faire perdre son boulot. C'est ce qui est arrivé à Éric Brion. Moi, je me suis fait draguer très lourdement par un mec du PS, pas draguer. Avant de me dire bonjour sans savoir de qui j'étais, il m'a proposé une partie de jambes en l'air. Est-ce que selon vous, c'est un hasard, le fait qu'elle fasse sa promotion en plein pendant le jugement des pointeurs de Mazan? Je rappelle quand même que Dominique Pellicot s'est fait arrêter en 2020, on est 4 ans plus tard. Largement le temps de pouvoir écrire un très mauvais livre. Et même Ruth Elkrieff s'y est mise. Ruth, votre parti pris politique, je le disais, c'est un coup de gueule, halte à l'autoflagellation. Avec le procès Mazan, on voit de plus en plus d'hommes faire leur autocritique. Publiquement parfois. Pourquoi? Parce qu'ils sont des hommes. Alors, regardez, cette image terrible du défilé des 51 hommes au procès Pellicot. Franchement, il fait frémir. Par la quantité, par la banalité des profils, on l'a dit. Toutes origines sociales, souvent des vies rangées, mais aussi souvent des histoires cabossées par des violences sexuelles dans l'enfance. Mais est-ce que, du coup, tous les hommes sont potentiellement coupables? Est-ce que tous sont des en puissance? Bon, moi je vous dis non, et je vais vous expliquer pourquoi, mais le débat existe
Elle mélange tout pour créer un débat qui n'a pas lieu d'être. Évidemment que tous les hommes ne sont pas des pointeurs et que les pseudo-féministes qui avancent ça, pour moi, font plus de mal qu'autre chose à leur combat. Mais pendant ce temps-là, on ne parle pas de l'affaire et surtout on ne creuse pas plus loin dans le passé et dans les fréquentations de Dominique Pellicot. Encore une fois, les médias décident de quand et comment on parlera d'une affaire judiciaire. Ensuite, on a l'affaire Lina qui semble être bouclée. Il apparaît que ce véhicule se trouvait précisément sur le lieu exact de la disparition de Lina et qu'il se trouvait dans la période de temps où elle a disparu. On a 2 points de géolocalisation respectivement à 11h20 et 11h26, donc à proximité immédiate du lieu de disparition de Lina. Ce véhicule est ensuite localisé dans la forêt d'Anou, dans les Vosges, puis à Sceaux de Vesoul, en Haute-Saône. Tous ces endroits ont fait l'objet d'un certain nombre de recherches importantes au cours de l'été, recherches qui sont demeurées infructueuses. L'ADN de Lina est retrouvé en différents endroits. On retrouve également dans le coffre de la voiture 2 cordes. Sur l'une de ces cordes, on retrouve l'ADN de Lina et également l'ADN de Samuel Gonin. Aucune trace de sang n'a été détectée donc à l'intérieur de la voiture. Personnellement, je me suis arrêté à la voiture était présente sur les lieux le jour de la disparition de Lina. J'ai envie de dire ou bien les enquêteurs de la police judiciaire sont incompétents, chose que je ne crois pas du tout, ou bien il y a des personnes qui ont le pouvoir et la volonté de saboter les enquêtes. Bref, parlons maintenant des violences policières et de cette agression dans un commissariat de police. Derrière les murs de ce commissariat en plein cœur de Paris, s'est jouée une scène très violente, cette nuit du 24 juillet dernier. Sur ces images de caméra surveillance, un homme est arrêté, placé en garde à vue. Il remet ses effets personnels lorsque ce policier lui fait une clé de bras, avant de lui donner un violent coup sur la tête. Un peu plus tard, dans la soirée, alors que l'homme est torse nu, la situation dégénère. Ce second policier s'approche. Il lui assène de nombreuses gifles. L'homme tente de se protéger. À l'arrière, des collègues regardent la scène, sans intervenir. Cet homme, roué de coups, est d'origine péruvienne, il a 42 ans. Il est fortement alcoolisé. Il a été interpellé pour outrage lors d'un contrôle d'identité. Sur ces images, il n'y a pas de son, impossible de savoir ce qu'il se dit. Le gardé à vue a l'avant-bras enflé, fracturé. Il montre son arcade sourcilière ouverte. Les 2 policiers ont été suspendus de leurs fonctions. Leurs avocats mettent en avant le climat tendu de ce commissariat. Dans ce commissariat, il y a des gens sous tous les soirs qui insultent les policiers en permanence. Mon client regrette profondément son comportement. Les médias en parlent très peu, voire pas du tout. En ce moment, ils sont plutôt en boucle sur les refus d'obtempérer. Bon, on le sait, les médias caressent toujours la police dans le sens du poil, même quand elle est en faute, parce que les médias mainstream représentent les intérêts de la bourgeoisie. Ils ont donc conscience que la police est la seule barrière entre eux et les classes populaires. On l'a bien vu pendant les Gilets jaunes. Je suis déçu d'apprendre qu'en France, vous pouvez frapper ou vous en prendre aux forces de l'ordre en toute impunité. Et malgré le fait que les faits sont avérés et que vous êtes reconnu coupable des faits qui vous sont reprochés, vous avez ce collègue qui a eu le courage de sortir du véhicule, sortir son arme. Et je sais qu'il y a certains médias, j'en ai fait pour le coup, qui ont voulu comprendre. Je me suis retrouvé confronté à des personnes, leur expliquer. Pour eux, c'était pas normal qu'on sorte son arme de service. Et moi, je continue à le dire aujourd'hui, c'est normal, il faut du courage de sortir son arme de service. Les bénévoles comme lui, Abdoulaye Kant, Linda Kebab, etc., ils n'ont jamais la même énergie pour condamner les violences policières ou leurs collègues qui ont des propos ouvertement racistes. Et justement, je vais en venir à l'affaire Myriam Sakri, qui est un mélange de tout ça. Le sentiment d'un énième rendez-vous manqué. La famille Sakri espérait aujourd'hui des réponses. Que la justice décide enfin de renvoyer des gendarmes devant un tribunal pour avoir discriminé et harcelé sa sœur Myriam. En vain, il faudra encore attendre. La déception et un peu la honte, je dirais. Parce que nous n'attendons pas depuis 6 mois, nous l'attendons depuis 12 ans. Septembre 2011, Myriam Sakri, 32 ans, a été retrouvée morte, une balle dans le ventre dans la caserne d'Elfos à Lyon.
L'enquête avait conclu à un suicide avant d'être classée sans suite. Après une longue bataille judiciaire, la famille avait obtenu la réouverture de l'enquête il y a 2 ans. Une demande soutenue à l'époque par le parquet général, car de nouveaux témoignages de gendarmes étayaient la thèse que la jeune femme était devenue la bête noire de son service après avoir dénoncé le racisme de certains militaires. Si vous en avez très peu entendu parler, c'est normal, hein. Ce sont les médias qui décident qu'une affaire doit faire la une de tous les journaux ou pas. Et là, c'est Rémi Gaillard qui a dû s'y couler pour que cette affaire soit un petit peu médiatisée. Justement, coup de cœur, vous, pour Rémi Gaillard, qui participe à la médiatisation de Myriam Sakrine, gendarme retrouvée morte dans sa caserne. Oui, bien sûr, le sujet ne prête pas un coup de cœur, mais c'est le fait que Rémi Gaillard, qui à Montpellier, une statue de saint de la ville, a eu quand même la bonne idée d'aider à la médiatisation de cette horrible affaire. Vous ne croyez pas du tout à la thèse du suicide? Pas du tout. Alors, vous avez donné des bons points de douille. Ouais. Une balle dans le foie, en sachant que Myriam, avant d'être gendarme, elle était sapeur-pompier. Alors des suicides, elle en a vu. Vous savez, les interventions des forces de l'ordre et des pompiers, c'est souvent des suicides. Il n'y a pas tant de meurtres que ça, c'est pas Hollywood. Ouais. Et se tirer une balle dans le foie avec une trajectoire descendante, en sachant que tout l'été, elle était surveillée. Alors aujourd'hui, ça, on le sait. Parce qu'on avait beaucoup de choses qu'on ne savait pas en 2011, qu'on pensait. On assumait. Et aujourd'hui, en 2024, on en est sûr. C'est-à-dire le fait qu'elle était épiée, surveillée, aujourd'hui, c'est dans le dossier. Déjà qu'avoir gain de cause contre la gendarmerie ou la police, c'est quasi impossible. Regardez l'affaire Adama Traoré, par exemple. Là, on a la justice qui refuse la présence du peu de médias qui ont fait le déplacement. Mais après, mon ressenti est double, c'est que, alors déjà, c'est malheureusement la longueur habituelle de la justice qui est de plus en plus encombrée. Maintenant, ce qui est extrêmement surprenant, c'est que les journalistes n'ont pas pu rentrer avec leurs caméras. On a assisté tout à l'heure à des échanges tendus avec la presse qui a voulu accéder, qu'on va nous dire tout à l'heure que c'est une audience à huis clos. En fait, qu'est-ce qu'on cherche à cacher? Pourquoi est-ce qu'on ne débat pas tout simplement des faits, qu'on débatte sereinement de l'ensemble des témoignages? Et non seulement on a le sentiment qu'ils cherchent un peu à gommer la réalité, puis surtout qu'on contourne le débat. Et le seul débat aujourd'hui qui se porte, c'est sur les éléments du harcèlement, c'est sur les éléments du racisme qui sont documentés par le dossier. Ce mépris de la part des médias, de la justice, de la police et en premier lieu des hommes et femmes politiques, c'est insupportable. Et je félicite Rachel Keke d'avoir su résumer tout ça en une seule phrase. Rachel Keke a dit « la police tue les enfants ». Rachel Keke a dit sur l'antenne de vos confrères « la police tue vos enfants ». J'étais revenu sur cette affaire en lui disant « mais Madame Keke, vous vous rendez bien compte que vous avez heurté tous les policiers honnêtes de ce pays qui ne sont pas là pour tuer les enfants ». C'était énervé en me disant « mais vous pouvez pas comprendre ce que je veux dire puisque vous êtes blanc, vous êtes riche », ce qui est faux par ailleurs, moi j'ai grandi en cité HLM. Et elle a conclu en disant « j'aimerais bien que la police tue vos enfants ». Pour que vous rendiez compte de ce que ça fait. Donc c'est face à des gens comme ça qu'on se bat aujourd'hui en politique, c'est-à-dire des gens qui sont dans la haine, qui sont dans la colère, qui sont dans le chaos. Et Monsieur Dologu, à chaque fois qu'il est venu à la Île-et-Rose, c'était pour effectivement faire une harangue des jeunes des quartiers contre le maire, contre les institutions et contre la police. Donc ça fait peur, effectivement. Cette séquence, elle résume tellement de choses. C'est-à-dire que le mec est juste choqué d'avoir entendu cette phrase, ça lui est insupportable. Mais pourtant, il veut, comme beaucoup d'autres, que les Arabes et les Noirs de ce pays continuent à vivre avec l'idée qu'ils ont factuellement plus de chances que les autres de se faire contrôler, violenter ou foutre en prison injustement. Sans parler du dénigrement, voire des insultes dans les médias. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager. Moi, je vous donne rendez-vous demain avec une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.